Hello, καλησπέρα σε όλες και όλους. Θα μιλήσω στα γαλλικά, γιατί έχετε μετάφραση. Bienvenue donc pour cette ouverture de la fête de la science 2025 sur le thème La voie de l'océan. Donc c'est un grand plaisir de vous accueillir. On a vu cette fête de la science comme vraiment un événement multiforme qui combine des conférences, des spectacles, des ateliers scolaires, des rencontres institutionnelles et tout un tas de choses qui permettent de porter haut la voie de l'océan. C'est un grand plaisir aussi d'avoir Madame Françoise Gale ce soir, qui est une océanographe reconnue, et donc c'est un immense honneur que de l'avoir parmi nous. Je ne serai pas très long puisque je vais passer la parole à Madame l'ambassadrice de France, Laurence Sauer, mais je saisis le fait d'avoir la tribune pour remercier évidemment toutes les équipes de l'Institut français, en particulier mon équipe au service de coopération scientifique et universitaire, sans qui rien ne serait possible, et évidemment l'ensemble des partenaires que Madame l'ambassadrice citera, mais vraiment les partenaires sans qui rien n'est jamais possible, et surtout sans qui la coopération franco-grecque, notamment dans le domaine scientifique et notamment dans le domaine des océans, ne serait pas la même. Donc, merci beaucoup à toutes les équipes et à tous les partenaires. Merci beaucoup d'être là et bonne fête de la science. Et donc, je passe la parole à Madame l'ambassadrice. Merci. Monsieur le secrétaire général, cher Petros, Madame la conseillère spéciale du Premier ministre pour l'Environnement, chère Dionysa Avgeniropoulou, Madame la directrice et Monsieur le directeur adjoint de l'Institut français de Grèce et toutes les équipes de l'Institut français, Madame la directrice de l'IPOS, Monsieur le directeur du HCMR, chère Evie, notre marraine de la science, de la fête de la science, et chers partenaires, Madame la présidente de la Fondation Martineau, chers amis de l'océan. C'est une immense joie et une fête réelle pour moi de vous accueillir ce soir à l'Institut français pour ouvrir ces 2 semaines de la fête de la science 2025. Nous l'avons placé cette année sous ce thème de la voie de l'océan et aussi sous le thème du novembre numérique et de la mer en commun. Vous verrez, c'est un programme exceptionnel, comme je n'en ai jamais vu, ni à Athènes, mais ni surtout ailleurs. Pour ouvrir ces 2 semaines, permettez-moi de prononcer une petite phrase qui vient d'un film, Ocean. Nous allons voir beaucoup de films pendant 2 semaines, David Attenborough, qui dit « L'endroit le plus important de la Terre ne se trouve pas sur la Terre, mais en mer ». Voilà, il nous rappelle cette réalité simple, mais profonde à la fois. Sans des océans en bonne santé, il n'y a pas de climat stable, il n'y a pas de biodiversité, il n'y a pas d'humanité prospère. Nous avons fait ce choix de proclamer l'année 2025 l'année de la mer et de l'océan parce que 10 ans après l'accord de Paris et 3 ans après le premier sommet de Brest, pendant la présidence française de l'Union européenne, nous avons voulu affirmer que l'océan ne pouvait pas être à la périphérie des négociations et des enjeux. Il devait au contraire rentrer au centre de nos préoccupations immédiates. Le lien entre la France et la Grèce, vous le savez tous, vous êtes scientifique, vous êtes chercheur ici, ou vous êtes simple citoyen. Nous avons organisé depuis 2 ans un grand nombre d'événements. Le One Ocean Summit en avril 2023, qui s'est tenu à Athènes, la 3e conférence des Nations Unies sur les océans, bien sûr à Nice en juin, où le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a présidé une des tables rondes. Et puis, nous avons constaté qu'il était temps de mettre ensemble les décideurs, les jeunes engagés, les collectivités, et que le temps de l'action
allait fonctionner et c'est en fait un développement, cette fête de la science que nous voulons avoir du sommet de Nice. Depuis 2 ans, nous nous sommes mobilisés avec vous tous, vous le savez, les chefs d'entreprise. Nous avons créé une commission maritime à la Chambre de commerce et je remercie les chefs d'entreprise qui sont avec nous. Nous avons aussi fait des conférences sur l'économie bleue, fait venir des entreprises à travers Business France, des entreprises innovantes. Nous avons bien sûr fait beaucoup, merci Mathieu, merci à l'Institut, fait de rencontres avec des chercheurs. Nous avons discuté de géopolitique maritime et de ressources. C'est si important ici en Grèce et en Méditerranée. Cette fête de la science cette année, nous l'avons créée comme une maison ouverte. L'idée qu'on allait mêler les arts numériques, beaucoup de numérique. Ça sera avec le président et directeur de Mercator en particulier. Nous voulons discuter, nous voulons innover, nous voulons aussi découvrir, donc voir comment on peut se mettre au service de l'océan. Et à cet égard, je vais vous citer quelques événements qu'il ne faut pas rater. Bien sûr, le spectacle Inouï et Océan, écrit et interprété par Alexandra Hernandez avec de la musique, des images, de la poésie. La première projection internationale de Life Mare Natura, qui nous plonge au sein des écosystèmes vulnérables de la Méditerranée. Le documentaire Gardienne de la planète et Oceans, Our Blue Planet de la Fondation Evgenides, que je remercie, qui raconte notre relation aux mammifères marins. Une exposition sur le plastique, celle-là, elle était indispensable. Solutions sont à terre, plastique en mer, avec la fondation Tara Océan. Vous vous souvenez qu'on a reçu le bateau de Tara il y a exactement 1 an. Et puis, nous avons voulu, avec le centre Hackathon et la Fondation Martineau, faire un hackathon. Alors, j'y tenais beaucoup. Je suis ravie qu'on ait trouvé les partenaires pour le faire, parce que c'est un outil d'engagement citoyen, de mobilisation qui va bien plus loin que simplement un travail en université. C'est des événements concrets qui permettent de rassembler des personnes qui, jusqu'ici, travaillaient sur d'autres dossiers. Je pense à l'intelligence artificielle, bien sûr, mais aussi peut-être la géopolitique des océans. Moi, je suis diplomate, mais j'étais spécialisée dans les négociations du climat pendant des années. Donc, je peux vous dire que c'est important de croiser les mondes qui, aujourd'hui, vont faire que notre planète sera vivable demain. Alors, bien sûr, ce soir, j'ai déjà trop parlé. Je voudrais remercier Françoise Gaël. C'est notre grande conscience des océans, des abîmes. C'est également une directrice de recherche émérite au CNRS qui est vice-présidente de cette plateforme Océan et Climat qui nous a tellement éclairés. Et c'est l'une des grandes figures, chère Françoise Gaël, qui fait dialoguer la recherche, la responsabilité, donc les politiques et les chercheurs. Vos travaux sur les écosystèmes profonds vont nous passionner, j'en suis sûre. Et après une de ces plongées, vous avez, je crois, décidé, et parce que vous l'avez découvert, que comme une forme de vie pouvait exister sans lumière solaire, nous avons désormais tout cet nouveau pan de la recherche sur la chimiosynthèse. Vous nous en direz beaucoup plus. Sans relâche, nous avons à cœur que la science soit reliée à l'action, que nous soyons cohérents, que nous ayons confiance. Et je remercie ici l'IPOS, International Panel for the Ocean Sustainability, parce qu'il nous engage ici en Grèce à faire ce qu'on a déjà fait dans d'autres pays avec des partenaires qui sont pour nous des partenaires très, très fidèles. Donc, je vais citer le centre de recherche Athéna, Yanis, merci, et toutes ses équipes. La Fondation Evgenides, président, on vous adore. Et je viens encore discuter avec vous demain. Athena, la Fondation Athéna Martineau, merci infiniment. Mercator, vous allez voir, ils ont été portés par Dionysa, notre députée, de façon magistrale. Vous verrez ce jumeau de l'océan, la Fondation Tara, et puis toutes les ONG, Akeleon, Elet, la Société hellénique pour l'environnement et la culture. J'étais encore dans ces locaux hier,
qui fait un travail incroyable sur les zones humides et pour empêcher que ces zones soient abîmées. Medacet, Association méditerranéenne pour la sauvegarde des tortues, parce que je vous promets que quand vous allez à Épidore et que vous arrivez à nager au milieu des tortues, vous n'oubliez plus jamais cela. Le Centre culturel d'art et de littérature, Nikik Papatheor Hari, qui associe création, écologie. Et encore une fois, c'est par cette force que nous réussirons tous ensemble à faire porter la voix de l'océan. Bonne fête de la science, bonne conférence ce soir, chère Françoise Gell. Your Excellency, Ambassador of the French Republic to Greece, dear Secretary General of the Ministry of Environment and Climate Change, Your Excellencies, dear professors and distinguished guests, and most prominently, Mrs. Gale, it is an honor to be here with you, Mr. Karagiorgis. Ladies and gentlemen, it is a great honor to address you this evening under this very fine invitation of the French Embassy of Athens, and as the Prime Minister Envoy for the Ocean and the President of the Environment Committee of the Greek Parliament. I would also like to thank the French Institute of Athens for its hospitality and their very warm welcoming. Your Excellency, let me also congratulate you personally on the continuous engagement, on your dedication to strengthening Franco-Hellenic relations, and your committed leadership on ocean and climate matters, indeed. And congratulate also your team for the excellent work that they are doing here in Athens. There is one fact that we must face. Our ocean is under greater pressure today than any other time into recorded history. According to NASA, the World Meteorological Organization, and the European Copernicus Climate Change Service, the warming of the seas is continuously accelerating. And 2024 marked the highest ocean temperatures ever observed, both on the sea surface and the deeper ocean. Heat waves result in bleaching corals, collapsing fisheries, and shifting entire marine biodiversity and ecosystems into something different. Our Mediterranean Sea is warming 20% faster than the global ocean average. We are witnessing sea level rise, salt water intrusion, and alarming frequency of marine heat waves. And these numbers are alarming to us because the Mediterranean, although small in size, holds 7% of the global marine biodiversity. And after all, it is home to all of us. In the Mediterranean, as well as for the rest of the ocean, the stresses are also alarming and seriously undermine its ability to provide ecosystemic services. Among others, we witness biodiversity loss and ecosystem collapse, ocean acidification, deoxygenation, unsustainable human pressures such as overfishing, marine litter, coastal pollution, especially pollution from plastics and microplastics, and rising stress, potential deep seabed mining. Our guest of honor will explain more details about all these stresses. So let me just say that the ocean cannot adequately compensate for human overuse and neglect. In view of the collapse of the marine ecosystems, we must awake and we must react. It is our role, the role of our generation, to speak up, to become the voice of the voiceless marine species, the voice of the ocean that suffers and cannot speak for itself. The good news is that we indeed live in an era of a new awakening. Our people, and especially the young generation, slowly but increasingly realize that the ocean is not merely a magnificent view, a magnificent horizon, or an economic frontier, but ocean is the very foundation of our planetary health and of life itself.
The ocean produces almost 50% of the oxygen we breathe. Every second breath you take, it comes from the ocean. And also it absorbs roughly 30% of the human-made carbon dioxide emissions, acting as our greatest ally in the fight against climate change. And it stores more than 90% of the excess heat trapped in our climate system. It contributes to our food security, sustains global trade through shipping, and supports many emerging sectors of our economy, such as the bioeconomy and the marine renewable energy sources. It also contains the 90% almost, even more, of the Earth's drinking water, and it is considered to be the 7th most important economy on Earth. The State of the Ocean Report 2024, published by the Intergovernmental Oceanographic Commission and UNESCO, in combination with a special report on the ocean and cryosphere in a changing climate, published by the Intergovernmental Panel on Climate Change, and other seminal reports that we read, they are all public, and they provide to us all the necessary information we need to know in order to assess the situation. So now we know. And the question is, do we take the necessary steps to protect our ocean? For instance, what is going on in Belém these days? At this very moment, the 30th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention of Climate Change is convening in Belém, Brazil, a site of profound symbolic significance, where the greater Amazon meets the Atlantic and where the forest, river, and the sea converge. Brazil has positioned this conference as one of the implementation rather than more ambition, highlighting that nature, both forest and the ocean, must again become central to our climate strategy. During the last years, the discussions about ocean protection under the framework of the climate negotiations have started slowly finding the place that they deserve, but we are not there yet. We cannot acknowledge good enough the importance of ocean in the climate stability. In Belém, we must deliver a robust implementation package that reflects the close connection of the ocean and climate systems. That means we have to integrate ocean-based mitigation and adaptation measures into NDCs, the nationally determined contributions, and our national adaptation plans. We have to ensure that the global goal on adaptation recognizes coastal and marine resilience, including mangrove restoration, the seagrass protection, sustainable fisheries. All these, they should be priority actions for us. And we have to operationalize blue finance within the new collective quantified goal on climate finance, that is, in the new stream of finance under the climate negotiations, we have to put ocean priorities in order to ensure that the ocean is not the missing chapter of the global investment frameworks, and we have to address the ocean finance gap. But will Belém deliver? It remains to be seen. The EU itself calls for a further integration of biodiversity, land restoration, and ocean protection, this time into the European NDCs. It has adopted already a new Ocean Pact that introduces a strategic framework and an initial budget of 1 billion euros to boost sustainable ocean governance, research, and the blue economy. It will finance initiatives ranging from marine ecosystem restoration and the digital twin of the ocean to innovation in sustainable shipping and coastal resilience. For Greece and France, this fund represents a major opportunity to channel investments toward blue transition projects and blue innovation, to strengthen the ESG implementation in ocean industries, and advance divestment from non-sustainable activities that threaten our shared marine future. Greece has already established 2 additional funds, the Marine Innovation Fund under the Ministry of Shipping and the new Decarbonization Fund for the Islands under the Ministry of Environment, amounting to more than 1.5 billion euros.
In 2024, under the leadership of the Prime Minister of Greece, Mr. Kyriakos Mitsotakis, Greece also led the 9th ASEAN Conference, where we announced an additional amount of 780 million euros for projects regarding the protection of the marine environment, the greening of the shipping sector, and the achievement of the 30 by 30 goal biodiversity goal by the establishment of the 2 new national marine parks in the Ionian and the Aegean Sea. But solely these efforts of our 2 countries of the European Union, they are not enough. Estimates suggest that we need at least $175 billion per year to build a sustainable and inclusive blue economy. And yet the current flows barely reach a tenth out of this amount. Ocean finance remains fragmented, small scale, and dominated by grants and philanthropy only. Countries and the private sector all over the world, they should do better than that. And like a few more points, as a matter of legislation, Greece has introduced comprehensive legislation for the marine spatial planning, aligned with the policies of the EU Marine Strategy Framework Directive, and strengthen the generation of scientific data and monitoring of marine ecosystems. In this last point, Greece and France jointly supported the establishment of a new, very important organization we should all need to know. On the occasion of the 3rd United Nations Ocean Conference, UNOC 3, that France very successfully hosted, and let me warmly congratulate you, Your Excellency, for the success of your country in this. In many countries, among them France and Greece, we signed for the transition of Mercator Ocean International into an intergovernmental organization. This organization, indeed, Your Excellency, indeed, Mrs. Gale, will stand at the frontier of digital oceanography, supporting ocean monitoring, modeling, and operational services for policy and society. And we should all foster and support the establishment and the full operation of this organization, because this is the organization that we all need in order to be able to develop more silent and more successful marine policies. And last but not least, one of the most important developments, I would say, that came after our ocean action concerns the ratification and the forthcoming entry into force of the seminal Agreement on Biodiversity Beyond National Jurisdiction, the so-called High Seas Treaty, the BBNJ agreement that now is able to protect the 2/3 of our ocean and the 50% of our planet. Greece and France should work together to operationalize this treaty and implement it. And also, since we are the 2 countries cooperating for so long, hand by hand, to protect the ocean and make our people prosper, I would propose that we establish an annual Mediterranean Ocean Governance Forum, maintaining the existing bridges among the parliamentarians, the ministries, the maritime authorities, the academic institutions, industry, and civil society, and continue this important dialogue that we have already successfully started. Dear ladies and gentlemen, we stand by the ocean. To protect the ocean is to protect our lives, our prosperity, and there is no green without blue. Thank you very much. Well, thank you for the invitation and the opportunity you give me to speak on this occasion today. I'm honored to speak in front of Françoise Gay, the ambassador, and of course, my dear friend Dionysia. I think Dionysia said it all. She does that all the time, so there's nothing left for me to say. But anyway, it's important to as politicians to promise things, but it's more important to act. So it's more important, instead of speaking, acting and doing. That's far more difficult than talking, because there are many obstacles when you try to implement anything. Even simple things have
great difficulty when you try to make them happen. So it's important to work together. Greece and France have a long-standing tradition of alliance, being cultural alliance, being political alliance, for all sorts of historic and political or metaphysical reasons. You know, we invented democracy, you reinvented democracy. That's part of the connection. We're both Mediterranean countries. So we have a similar temper sometimes. So all this brings us together. We need to work together. We, of course, cooperate in the context of the EU, in the context of Barcelona Convention. But I think there is a lot of room to deepen our collaboration at the bilateral level, working for the ocean, for the Mediterranean in our case. We all share the same sea. For us, the sea is part of our identity. For any Greek, any Greek is proud of the pristine marine environment that we have, and we need to keep it that way, and we need to make it even better. That means proper management of waste at land, so that the waste doesn't end up in the sea. You know, most of the garbage, the plastic waste we see in the sea, it doesn't come from the sea; it comes from land. It means that shipping is cleaner. That's another source of pollution. We know about shipping in Greece. You know, 20% of global shipping is owned by Greek ship owners. So it's very important for us. We need to take care of shipping, but also shipping needs to take care of us and the environment. So it's we need to work together with ship owners in order to make shipping greener in an efficient manner. And I know sometimes we have our different views on this. Recently in the IMO, we follow a different path. We need not to hide our differences. We need to discuss them and try to understand why sometimes there are different positions. And we need to work together to better understand marine environment. There is a lot of things to learn about marine environment. 70% of our planet is ocean. So, you know, it's much less accessible than the land. So many things remain to be discovered in the sea, and this makes it exciting. Now I go fishing with my spear gun and my goggles every day in the summer and during my short summer vacations. And, you know, every day I see something new. So the sea is still there to surprise us and makes us realize the beauty of nature. And it's something that we need to cherish and we need to protect. In Greece, we took advantage of the organization of the 9th Hour Ocean Conference to steer the focus of the government to marine issues. In reality, marine issues were a little bit neglected until then. But also it is equally true that we have a prime minister that, despite the fact that he comes from a right-wing party, he's very green. He's by far the greenest prime minister we ever had, and I would say probably the greenest politician we ever had. So he understands environment very well. He cares about the environment very well. So that his support led us to make some important announcement, like the two very large for our size at least, marine parks in the Aegean and in the Ionian Sea. We're in the
process of making them happen. There's an environmental study. It has finished. Public consultation on the environmental study was also concluded, and we're about to approve the final version of the environmental study, and then the presidential decree to legally establish the marine parks. Hopefully by the end of the year, it will be submitted to the Council of State in order to become a legal reality. And together with that, a very important announcement that we also try to keep it, to implement it, despite the strong opposition that we get from various actors, is the banning of bottom trawling in the marine parks. You know, when I told my son that we're going to ban bottom trawling in the marine parks, he thought that I'm a stupid, adult. He's adult, but he hasn't realized it yet. He's only 22, so, he's quasi-adult. So I'm a real one, he's a quasi-adult. So me as a real adult, I'm stupid because I said something that goes without saying, that this is banned. You cannot do bottom trawling in marine parks. That's what he thought. But the reality is that, surprisingly, this is something that is applied in very few places in the world, if any. So that shows that there are simple things that we can do that can really make a difference and can serve as a paradigm for others. And that's what we do. We are very strong on this decision to ban bottom trawling in all marine parks. There were some attempts in the Alonissos Marine Park to have bottom trawlers entering there, but again, with the help of the Prime Minister, we managed to stop it, and that shows the determination of the Greek government to implement that. At the same time, this is a top-down approach. There is the bottom-up approach. We have the initiative of Amorgorama in Amorgos Island, a very important initiative where the local fishermen, organized by a Greek-German fisherman, so maybe a German DNA was necessary to make the difference. but anyway, with his under his management, the local fishermen self-organized, and they declared 3 areas in the island of Amorgos as no-take zone. So they asked us to totally ban fishing, and so we did. This has started this October, actually. It's very recent. And that shows that also the local societies have started to realize that there is a need to act, and we can act, and by our actions, we can make a difference. So let's work together, let's exchange good practices, and help each other to make our planet a better place. Thank you. Καλησπέρα σας. Θα είμαι ο moderator του απογευματινού session. Έχω ετοιμάσει μια ομιλία στα αγγλικά, αλλά... J'ai préparé une allocution en anglais, mais il m'a été demandé de parler en grec. Madame l'ambassadrice, Madame la directrice de l'Institut, Monsieur Varelidis, secrétaire général, chère Dionysia Aviarinopoulou, je suis très heureux de me trouver ici et c'est un honneur pour moi d'introduire l'océanographe Madame Françoise Gay. Si
l'océan avait besoin d'un ambassadeur, d'une ambassadrice, ce serait bien Françoise. Madame Gay est biologiste et conseillère scientifique au CNRS et a consacré toute sa vie à l'étude des profondeurs. Son voyage est vraiment le voyage d'un pionnier depuis les années 70. C'est une des rares personnes, et une femme d'ailleurs, qui s'est intéressée à l'exploration des mers et a travaillé au, à l'océan Pacifique et aux sources thermales. Mais à part euh, être exploratrice, elle a créé avec d'autres la plateforme Ocean and Climate, qui était une tentative clé d'inscrire les océans dans l'agenda de l'accord de Paris. Aujourd'hui, elle a pour mission de créer un nouveau panel scientifique international dédié aux océans. Je dirais que ce serait l'équivalent du GIEC, mais consacré, dédié aux océans, afin de réunir, de collecter des connaissances et des actions. Ce qui est intéressant chez Françoise, c'est que toute sa carrière ne s'est pas déroulée dans une salle universitaire. Elle fait partie de ces scientifiques, de ces personnes qui ont euh, travaillé dans auprès de la nature, avec beaucoup d'amour. C'est un grand honneur d'avoir avec nous François pour cette allocution, et c'est avec beaucoup de plaisir que nous t'accueillons et nous attendons. Nous sommes prêts à t'écouter. Merci. Madame l'ambassadeur, monsieur le secrétaire de l'eau, madame la députée, monsieur le directeur, mesdames et messieurs, chers amis, je suis très honorée d'être ici aujourd'hui, surtout pour ouvrir cette session concernant la science. C'est la fête de la science, et donc je suis d'autant plus heureuse que c'est la fête aussi de l'océan. Je pense que ça s'inscrit dans un mouvement qui, depuis l'accord de Paris, a permis à chacun de découvrir l'importance de l'océan pour le climat, pour la planète et pour notre avenir. Et je voulais remercier l'Institut aussi et son équipe de m'avoir donné l'occasion de participer à cette ouverture. Alors, quand vous regardez la planète vue du ciel, vous voyez que c'est une planète bleue, chacun le sait. Le bleu est moiré en même temps, et donc vous voyez que ce moiré indique aussi l'activité de ce que vous verrez sans doute avec Tara Océan, c'est-à-dire l'écosystème planctonique. Mais si vous regardez maintenant, donc c'est un certain point de vue de l'océan sur la Terre, mais si vous regardez la Terre, son volume, et vous regardez maintenant le volume de l'océan par rapport au volume de la Terre, vous voyez que c'est quand même relativement plus petit. Et c'est même plus petit que l'atmosphère. Et ça montre combien quelque chose qui peut paraître absolument géant d'un certain point de vue peut être beaucoup plus petit d'un autre point de vue. Mais vous pouvez avoir d'autres points de vue sur l'océan. Il peut y avoir ceux qui font du surf, et vous voyez la puissance de cet océan qui est magique quelquefois, mais aussi qui peut être désastreux, puisque avec le Titanic, nous avons tous eu l'histoire de cette catastrophe, qui était la première grande catastrophe maritime. Mais c'est aussi l'océan, un endroit où vous avez des belles choses, vous avez des animaux qui sont magnifiques.
Et puis, vous avez d'autres choses que nous ne connaissons pas encore, c'est-à-dire ceux qui sont dans les grands fonds, dont on ne connaît pratiquement rien. Vous pouvez avoir d'autres points de vue, et à ce moment-là, vous pouvez, comme ça avait été le cas au moment de la COP21, regarder quels sont, d'un point de vue solide, économique, l'importance des risques associés à l'océan. Et à ce moment-là, vous voyez qu'il y a différentes catégories économiques, environnementales, géopolitiques, sociétales, technologiques, mais que c'est finalement à la fois ceux qui sont économiques et environnementaux comme aspect, qui sont les plus difficiles à envisager dans l'avenir pour l'océan. Le climat, d'abord. Le climat, vous voyez, en 2015, nous le savions déjà, l'atmosphère et l'océan en particulier avaient augmenté de température. Depuis, un certain nombre d'éléments sont venus alimenter cette urgence océan que le secrétaire général des Nations Unies a reconnue récemment. L'urgence océan, c'est quelque chose qui existe. C'est vrai du point de vue du climat, parce que finalement l'océan régule le climat. C'est vrai aussi du point de vue de l'eau dont nous avons besoin, 97% sont dans l'océan. L'air que nous respirons, l'oxygène, mais aussi la biodiversité. Et finalement, l'océan, c'est aussi ce qu'on appelle notre poubelle. C'est là où nous mettons tout ce que nous ne voyons plus, mais qui va vers l'océan. Et puis l'océan, c'est aussi finalement quelque chose dont nous n'avons pas forcément conscience, mais par rapport aux gaz à effet de serre, 95% de la chaleur va dans l'océan. Imaginez-vous ce que ça serait si nous n'avions pas l'océan. Nous serions grillés sur la Terre. Nous ne pourrions pas survivre. L'océan nous permet de continuer à vivre. Et puis c'est aussi l'océan qui est capable d'absorber le gaz carbonique était un puits de carbone. Alors pourquoi le gaz carbonique c'est important? Vous voyez que voilà un facteur, un indicateur qui au cours de l'histoire fait consensus dans l'ensemble de la communauté scientifique et aussi, j'espère désormais, des politiques. Le gaz carbonique s'accroît dans l'atmosphère inéluctablement. Et si le gaz carbonique s'accroît dans l'océan, à ce moment-là, vous allez avoir une acidification, ce qui va entraîner toute une série de conséquences sur, par exemple, les huîtres, par exemple, les mollusques, etc. Et regardez cette image de CO2. Ce que vous voyez en rouge, c'est nos émissions de gaz carbonique. Et vous voyez à la surface de la Terre combien finalement ces émissions de gaz carbonique, où sont-elles? Elles sont dans l'hémisphère nord, c'est nous qui les produisons. Et c'est quelque chose d'absolument inéluctable. Ça entraîne évidemment le réchauffement général aussi des océans, l'acidification des océans, le déclin de l'oxygène. Nous avons une déoxygénation de l'eau de mer. Et puis, des choses qui sont beaucoup plus concrètes pour les aspects côtiers, qui est l'élévation du niveau de la mer. Le GIEC a montré que ce qui existait auparavant une fois par siècle existera désormais une fois par an. Cette élévation de température, les événements extrêmes, c'est quelque chose auquel nous devons faire face dès maintenant. Et je voulais revenir sur un aspect qui sont les anomalies de température et les vagues de chaleur. Les vagues de chaleur ont été conceptualisées assez récemment, dans les années 2000, et il y a eu une première analyse qui a montré qu'elles n'étaient pas n'importe où dans l'océan. Vous voyez à gauche, il y en a dans la Méditerranée. Il y en a aussi du côté de l'Amérique du Nord. Et puis si vous regardez cette année en juillet de cette année, vous voyez que c'est ce qu'on appelle les marine heat waves, finalement, sont très importantes dans la Méditerranée orientale et qu'elles s'accompagnent
d'une augmentation de la température de l'eau de mer qui n'a jamais été aussi élevée, en particulier toujours dans la Méditerranée orientale. Il y a une chose qu'il faut bien réaliser, c'est que le GIEC utilise des marqueurs qui sont quantifiables, qui sont physiques ou chimiques. Et ce sont, si on veut avoir une vision générale, ce sont des probabilités. Et la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est de voir qu'il y a une variabilité. Vous voyez, au niveau européen, même dans la Méditerranée orientale, vous pouvez avoir quelque chose qui n'est pas aussi chaud que dans la Méditerranée occidentale. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle les points de bascule, qui sont ces zones où, finalement, à un moment donné, il va y avoir une catastrophe. Quelque chose qui fonctionnait d'un certain point de vue va tomber à un autre stade, ce qui peut être le cas aujourd'hui de certains récifs coralliens. Selon les différents scénarios du GIEC, certains annoncent la disparition de ces écosystèmes coralliens, quand d'autres sont un peu moins pessimistes. Mais c'est à la fin quand même de ce siècle-là. Et puis il y a des choses qui sont peut-être beaucoup plus importantes aussi pour d'autres aspects, en particulier économiques, qui sont le fait de ce qui se passe autour de la Terre. Il y a une circulation, ce qu'on appelle thermohaline. Le circuit de l'eau de mer fait le tour de la Terre d'une façon peut-être quelquefois aléatoire, mais surtout, il est pour l'Atlantique Nord, qui est le point le plus connu, très important d'avoir à la fois ce mixage de l'eau chaude avec l'eau de l'Arctique pour avoir ce qu'on appelle le cycle de la matière. Et certains, aujourd'hui, sont en train de commencer à modéliser, nous ne savons pas très bien le faire du point de vue mathématique, comment est-ce qu'on pourrait imaginer l'évolution de ce circuit thermohalin en fonction des conditions auxquelles nous faisons face aujourd'hui. Tout simplement parce que si nous prévoyons un certain type de comportement, nous serons capables aussi d'avoir quelles sont les incidences économiques, sociologiques ou beaucoup plus générales, planétaires. Mais enfin, l'océan, c'est aussi autre chose. Ce n'est pas seulement de la physique, de la chimie, c'est la vie. Ce que vous voyez là dans une goutte d'eau, c'est ce qu'on voit sous le microscope. Ça grouille de vie. Ça n'arrête pas, c'est même brownien. Et il y en a toujours plus. Et puis, quand vous grossissez, il y en aura encore d'autres. Et puis, finalement, quelquefois, vous pouvez avoir des éléments qui arrivent, que je n'ai pas pu montrer ici, mais qui sont des animaux beaucoup plus gros, des crabes en particulier. La vie vient de l'océan. Et c'est l'océan qui a rendu la Terre habitable. 90% de l'histoire de la vie, c'est dans l'océan. Le plus grand volume de la biosphère, c'est l'océan. Et on connaît par exemple sur la Terre émerger 2 millions d'espèces, et dans l'océan, on en connaît seulement 250 000. On pense qu'il y a aussi beaucoup à faire pour la connaissance de cet ensemble. Et puis, c'est ce que vous avez dit, Madame la députée, tout à l'heure, c'est aussi le pourvoyeur d'un tas de types de services écosystémiques. Au niveau côtier, c'est quelque chose qui est, avec le tourisme par exemple, c'est quelque chose de très important, en sachant que l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, renonce en ce moment à cette notion de service écosystémique au profit de la contribution de la nature à l'humanité. L'océan, c'est à la fois un régulateur du climat, mais c'est aussi l'alimentation, c'est l'énergie, et c'est aussi pour notre santé potentiellement des choses importantes. La biodiversité, on sait que pour l'océan, c'est la première pression, c'est le prélèvement, c'est-à-dire la pêche. La deuxième, c'est la destruction des habitats. Et là, le climat n'intervient pas en premier, il arrive en troisième.
Je vous ai montré cette diapo parce qu'il y a des choses intéressantes, c'est-à-dire que quand on voit à ce moment-là les choses en termes de carbone, le taux de carbone, la biomasse, vous voyez que finalement, cette biomasse, elle est pratiquement nulle dans l'océan, en bleu, à gauche. Alors que vous avez l'aspect marron qui est la biomasse des terres émergées. Et puis en brun, en noir, vous avez les micro-organismes qui sont finalement beaucoup plus nombreux que ce qu'on pense. Et puis finalement, on voit que dans l'océan, c'est surtout en fait des animaux qui sont là. Il y a pratiquement, les plantes se sont diversifiées quand elles ont pu être sur la Terre. Disparition des espèces avec, c'est l'ensemble des stress auxquels nous faisons face. Disparition des espèces, ce sont les espèces marines qui sont les plus à même de disparaître beaucoup plus que les espèces terrestres. Et puis il y a la pêche. La pêche, vous voyez là une moyenne tout à fait en haut, mais quand vous regardez en bas l'Europe, vous remarquez que par rapport à ce qui se passe au niveau de la Chine, il y a une très très grande différence. Le nombre d'espèces qu'on appelle sauvages qui peuvent être prélevées dans l'océan vient à diminuer et le nombre d'espèces qui sont cultivées augmente considérablement. Pas en Europe, mais en tout cas dans les pays asiatiques, c'est le cas. Et puis finalement, l'océan, c'est quoi aussi? C'est un lien entre les continents, c'est un lien entre les peuples, c'est un lien du point de vue du transport, de la sécurité alimentaire, du numérique et des cultures. Et puis, c'est la Convention de Montego Bay, c'est un patrimoine commun de l'humanité. Là, je vous ai présenté l'océan en couches. Il faut savoir qu'on connaît très bien les 200 premiers mètres de l'océan. Après, beaucoup moins. Les 700 premiers mètres sont bien connus. Il y a un gap total et on connaît pratiquement mieux le fond de l'océan que cet espace qui a fait l'objet de BBNJ récemment et qui c'est ce qu'on appelle la haute mer. Mais regardez le temps qu'il faut pour convaincre, arriver à avoir du multilatéralisme et essayer de faire quelque chose. 73, la Convention de Montego Bay, 82, la signature de la Convention, et en France, 96 pour arriver à y aller. Et l'Union européenne en 98. Donc, quand on voit ce qui s'est passé pour BBNJ, mais c'est formidable, c'est extraordinaire. BBNJ, c'est la haute mer, c'est 60% du volume de l'océan. À l'UNOC, on y était presque. Et puis, on a réussi en 3 ans, en 2 ans, disons, ce qu'on n'avait pas réussi à faire auparavant. Ça veut dire que le multilatéralisme est vraiment une manière de travailler qu'il nous faut continuer à avoir, et c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'a apporté BBNJ? C'est l'identification de nouvelles ressources, les ressources génétiques, la reconnaissance d'outils de protection, comme les aires marines protégées, qui sont des outils de gestion par zone, et puis la nécessité pour toute entreprise qui pourra avoir une activité économique de réaliser des impacts, d'évaluer les impacts environnementaux. Juste 2 mots sur les ressources génétiques, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller en mer pour savoir qui est là, qui a été là, qui passe. Les ressources génétiques, vous prenez un peu d'eau et vous pouvez savoir qui est-ce qui y est passé. Ça, c'est une façon, c'est ce qu'on appelle les codes barres, c'est très facile à faire et c'est aussi un outil de gestion fantastique. Même pour tout ce qui est géostratégique, c'est remarquable. Il y a une autre manière de faire aussi des génétiques marines, c'est par exemple ce que fait Tara. C'est-à-dire que là, c'est pas forcément, on a besoin de prélever les animaux pour savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Éventuellement, il peut y avoir un certain nombre d'applications et on a des idées aussi sur l'évolution des choses. Et puis, il y a là les vraiment généticiens qui veulent absolument le génome, le séquencer de A jusqu'à Z et avoir tout en main pour faire de la thérapie génique, pour faire éventuellement aussi de la biologie de synthèse. Et puis, c'est très, très important aussi pour la géostratégie.
Alors, finalement, l'océan, c'est des nouvelles ressources aussi. C'est des nouvelles ressources dont je viens de parler, comme les ressources génétiques, qui sont actuellement identifiées comme étant des trésors pour l'Europe et pour les États-Unis, mais qui restent à partager avec l'ensemble des autres acteurs océans. Et puis, il y a aussi ces ressources minérales qui ont toujours existé. Déjà, avant même que je commence, on avait déjà parlé des ressources minérales qui étaient extrêmement importantes dans l'océan. Alors, il faut aller profond pour aller voir ces ressources. Vous voyez là une carte qui s'appelle un paysage sonore. C'est un peintre qui l'a réalisé et ça faisait rêver les étudiants dont je faisais partie. Quand on regardait cette carte, on se disait, mais est-ce qu'on peut y aller? On ne pouvait pas y aller. On ne pouvait pas y aller à ce moment-là. Dans les années 77, on avait finalement ce qu'avaient les pêcheurs. On avait des dragues et on draguait, ce qu'il ne faut plus faire, justement, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure. Et finalement, ça faisait rêver aussi. Et puis, 77, on a découvert que ces zones que vous voyez en noir, ce sont les zones qui sont en rouge sur la Terre. Ce sont les zones où le magma émerge, où les océans se forment. La plaque de l'océan se forme après avoir été émise par le magma, vu la température de l'eau de mer. Et il y a un tapis roulant qui fait que, de façon inéluctable, vous avez ces plaques qui s'écartent. Et ces plaques retournent vers le centre de la Terre auprès des continents. Donc c'est quelque chose, c'est un rythme incessant. Et c'est autour de ces zones-là, qui sont les dorsales des océans, qu'on a découvert les sources hydrothermales dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ces sources hydrothermales, en fait, on les trouve le long des dorsales, dans le Pacifique en particulier. Et je ne vais pas faire un cours là-dessus, mais je trouve que c'est quand même la plus grande découverte sur l'océan qu'on ait fait le siècle dernier, qui permettent de dire, mais comment c'est possible? On a des animaux qui vivent comme ceci dans la paroi des cheminées hydrothermales, des petits volcans, qui peuvent supporter des températures de 150, 200 degrés, avec des concentrations de gaz carbonique démentes, des pressions fantastiques, des fluides anoxiques, acides, toxiques. Eh bien, si la vie, c'est ça, la vie. La vie, ça s'adapte. La vie, c'est capable de trouver des solutions à tous les problèmes, y compris dans les conditions extrêmes. Je trouve que ça, par rapport à tout ce que vous voyez là, ce sont les conditions que nous aurons si nous ne faisons rien pour le changement climatique, mais ça veut dire que nous pouvons trouver des solutions, nous pouvons le faire. Et puis, il y a eu cette année un autre type de, pour moi, découverte, mais qui n'est pas encore comprise, qui est cet oxygène noir, qui serait non pas émise par le vivant, comme l'ensemble des scientifiques le reconnaissent, mais qui pourrait être l'objet de l'activité du minéral. Nous sommes incapables d'expliquer cette expérience. Elle a été publiée dans Nature et elle fait l'objet de beaucoup de discussions aujourd'hui et d'essais pour reproduire la chose. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on n'a pas été capable de dire c'est pas vrai, puisqu'on n'avait aucune explication. Par contre, comment expliquer justement ces résultats? L'avenir nous le dira. Et puis, vous avez aussi dans ces zones des choses qui sont magnifiques. Vous avez le jumbo, le petit jumbo là sur la gauche, qui fait 10 cm. Quand on voit par le hublot, il paraît immense quand on plonge en sous-marin. Et puis sur la droite, vous avez un crabe qu'on appelle le crabe yéti, qui est couvert de bactéries. Et puis au milieu, vous avez l'escargot au pied d'or. Je pense que je vous l'ai montré parce que non seulement ils sont beaux, mais l'escargot au pied d'or a été reconnu il y a quelques années par l'UICN comme une espèce en voie de disparition. Et ça, pour nous, ça montre que les ONG ont un rôle absolument considérable aujourd'hui, puisque finalement, l'exploitation des grands fonds, surtout le minéral, est une éventualité à considérer. Alors voilà, donc 2015, il y avait la COP21.
Il y avait aussi la publication de la stratégie des objectifs du développement durable. Il y avait la mise en œuvre du premier World Ocean Assessment. Et puis, BBNJ commençait à discuter sérieusement. 2025, nous avons Belém, dont, Madame la députée, vous avez parlé tout à l'heure. Je pense que c'est extrêmement important ce qui se joue à ce niveau-là, surtout qu'il a été justement dit qu'il ne s'agit pas d'imaginer de nouvelles choses à faire. Essayons de faire ce que nous avons dit que nous allons faire, et c'est très important. ODD 14, ça n'avance pas. ODD 14, c'est l'ODD, les objectifs pour l'océan. Ça n'avance pas. C'est le moins financé de l'ensemble des objectifs du développement durable. Et là, il y a quelque chose à faire. Le World Ocean Assessment, ça n'avance pas non plus tellement. Mais par contre, BBNJ est une réussite. Alors, quel usage demain ferons-nous de l'océan? Finalement, si on regarde, qu'est-ce qui se passe à la surface? Vous avez le Marine Spatial Planning, qui est un outil à développer, une compréhension et aussi une programmation à travailler. Vous avez le deep sea mining dont j'ai parlé. Vous avez la pollution. Et puis, il y a quelques points de friction qui vont arriver. Par exemple, la Norvège, qui va permettre sans aucun doute de faire du deep sea mining dans ces zones économiques exclusives. Mais sachant que les plateaux continentaux sont possiblement rattachés à un pays, ils peuvent avoir le droit de le faire sans demander à quiconque de le faire. Mais néanmoins, l'eau de mer qui est au-dessus appartient justement à l'océan, à tout le monde. Et il va y avoir certainement un problème économique important. Et puis, vous avez l'exploitation des grands fonds dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, si on résume un petit peu, on est tous d'accord pour dire qu'il faut faire baisser la pression anthropique, c'est-à-dire les activités que nous avons, essayer, grâce à l'IPCC, à l'IPBES, aux objectifs du développement durable, de faire quelque chose. Mais nous pensons, nous, scientifiques, qu'il faut s'appuyer sur la recherche scientifique, c'est-à-dire avoir une certaine rationalité pour agir. Et ce qu'il faut faire, c'est aussi promouvoir un cadre de gouvernance océan. Alors, promouvoir un cadre de gouvernance océan, voilà quelque chose qui commence à faire école. Il y a eu le lancement de la décennie des sciences de l'océan qui est extrêmement importante, mais il y a une urgence océan, ce que vous savez tous, et nous devons agir. Mais comment agir? Quel cadre scientifique adopter? Quel indicateur? Quel interlocuteur politique identifier? Alors, on peut, le cadre, si on regarde Science to Policy, quel type de cadre adopter? Vous avez les limites planétaires qui sont hétérogènes, qui concernent pour l'océan pratiquement uniquement le pH, ce qui est quand même très partiel. Et puis vous avez l'IPCC, enfin le GIEC, qui est solidement ancré dans l'océan, qui est un système qui fait partie du système climatique. Vous avez aussi l'IPBES qui ne s'est pas penché sur l'océan tout à fait au début et qui, là, vient de sortir un rapport sur le Nexus où tout le monde reconnaît qu'en fait, les ensembles de crises sont interconnectés et donc essayent de trouver une solution pour avoir en même temps la biodiversité, le climat, la santé, l'alimentation et l'eau. Mais l'eau, c'est d'abord l'océan, et alors que quand on regarde ce qu'ils font, c'est surtout l'eau douce. Et puis vous avez aussi un problème d'indicateur. Quel indicateur prendre finalement? Il y en a plein. Mais il y en a plein. Il y a les data qui sont, par exemple, pour OBIS, pour l'IOC. Il y a la quantité de chaleur. On ne sait pas du tout où va cette chaleur, d'ailleurs, dans l'océan. 95% vont dans l'océan, mais on ne sait pas très bien comment ça fonctionne, comment ça va. Il y a aussi les ressources halieutiques, des indicateurs de santé, et puis
des index qui sont beaucoup plus synthétiques, comme l'Ocean Health Index de Santa Barbara, mais qui sont très difficiles à mettre en œuvre. Et puis, quel interlocuteur politique avoir? Alors, évidemment, c'est du multilatéralisme, puisque c'est l'océan global. Mais regardez comment ça se passe pour l'océan. Il est découpé en tranches. Si on regarde les ressources minérales, c'est UNCLOS. Si on regarde les pêches, c'est la FAO. Si on regarde l'environnement, c'est l'UNEP. Si on regarde le développement durable, c'est l'UNDP. Si on regarde la science, c'est l'UNESCO. Et puis si on regarde le transport maritime, c'est l'IMO. Et comment faire dans cette dédale de choses où chacun veut faire ce qu'il a à faire? Et finalement, comment combler le fossé entre science, politique et société? C'est Nature, il y a à peu près un an, a fait une synthèse d'un ensemble d'études qu'il avait réalisées pour montrer que finalement, c'était aussi vis-à-vis des scientifiques extrêmement difficile d'avoir une idée de ce que voulaient faire les scientifiques. La moitié considérait vraiment que, OK, le scientifique produit la recherche scientifique, des résultats, c'est aux politiques d'agir. Et puis, il y en avait une partie qui était sans intérêt pour la chose, et puis une autre partie, mais minoritaire, 13%, plus 22, alors un tiers, disons, qui était intéressé par le rapport sciences politiques. Donc ça, c'est une vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est comment faire pour finalement faire interagir la science et le politique. Et puis, il y a le fait qu'on assiste à une production scientifique croissante qui fait qu'avec l'IA en particulier, avec l'intelligence artificielle, on va avoir une asymptote de production scientifique à synthétiser, ce qui pose problème, enfin, je vois en tant que reviewer, à tous les scientifiques pour être capable de faire l'ensemble du travail que nous devons faire. C'est pour ça qu'on a commencé à réfléchir à ce qu'on a dit au départ, un GIEC de l'océan, qui n'est plus tout à fait la même chose, mais qui était, voilà, on veut vraiment faciliter la mise en œuvre des engagements océans des États. Les États nous semblent vraiment les entités qui sont celles qui sont en mesure d'agir réellement. Et tout le monde n'a pas l'infrastructure scientifique pour le réaliser. Il y a à la fois les objectifs du développement durable qui peuvent être techniques. Il y a le 30 by 30, la biodiversité qui est beaucoup plus facile à aménager. Et puis il y a BBNJ qui va, dans l'avenir, prendre aussi beaucoup de place. Donc alors, en face de ça, quel cadre scientifique utiliser? Je pense qu'il faut s'appuyer sur la connaissance telle qu'elle existe, à la fois la connaissance académique, institutionnelle, mais aussi la connaissance évidemment qui s'appuie sur les rapports synthétiques qui sont faits, pas seulement par le GIEC et l'IPBES, mais par les autres. Et puis moi, je pense aussi que les ONG produisent de la connaissance et que c'est cet élargissement de l'écosystème connaissance auquel il faut que nous fassions attention et que nous prenions en compte. Quel indicateur prendre si on veut qualifier l'évolution de l'océan? Pour avoir un indicateur qui soit intéressant par rapport à cette question agir pour un océan durable, il faut que ce soit robuste scientifiquement, qu'il soit compréhensible par les politiciens, qu'il soit aussi intéressant pour le privé et qu'il soit accessible à tout le monde. Et là, on a commencé à travailler et il y a une publication qui vient de paraître sur un type d'indicateur qui pourrait faciliter ce genre de choses et permettre tous les ans, en tout cas, d'analyser les résultats des actions que nous avons eues et l'état de l'océan. Et puis, pour cet interlocuteur politique, nous avons décidé que finalement, par rapport à ça, l'Europe pouvait être aussi une échelle à laquelle il fallait que nous travaillions pour que ce ne soit pas seulement un État lui-même, mais un ensemble d'États, ce qui est un travail qui a été financé par la Commission européenne, avec un certain nombre de valeurs qui sont la crédibilité, l'inclusivité, etc. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a
finalement eu la possibilité de voir est-ce qu'on y arrivait. On a fait un rapport sur que pense la communauté scientifique sur le DeepSea. Ça a été remis au président de la République. Pour les Seychelles, il y a eu une question. Ils ont autour de leur île un courant océanographique qui ramène tous les détritus sur les plages et ça devient vraiment un problème même de santé publique. Et on a travaillé avec eux pour définir qu'est-ce qui pouvait être intéressant d'utiliser, de transformer du point de vue économie bleue. Et on a découvert aussi, enfin, on a travaillé pour avoir un iPost GPT qui est un outil qui nous permet d'aller plus vite pour l'analyse des travaux. Et puis, on a aussi travaillé avec le Costa Rica pour défendre peut-être les petits pêcheurs qui, par rapport à leur état, étaient en situation, disons, d'inégalité pour l'accès à l'environnement. Alors voilà, cet ensemble, nous pensons qu'il faut que la science académique conserve sa qualité et c'est très important d'avoir un financement public dans ce cas-là. Mais nous pensons aussi qu'il y a vraiment une alliance à faire avec l'ensemble des acteurs pour prendre en compte les différentes questions. Et pour ça, nous avons mis en place une coalition d'institutions scientifiques et je viens ici aussi pour solliciter de la part des scientifiques qui appartiennent aux institutions helléniques de venir avec nous travailler dans ce sens. Nous avons un certain nombre de soutiens qui sont les États, la société civile, des financements privés et puis des actions onusiennes. Et puis je terminerai par cette image. Il y a quelques années, le Covid a modifié nos vies. On voyait aussi qu'il pouvait y avoir derrière le changement climatique. Mais aujourd'hui, ce que nous pensons, nous scientifiques, c'est que c'est non seulement la science qui est aussi peut-être en situation d'interrogation et de défi, et que la rationalité est en cause. Et nous souhaitons pouvoir travailler avec vous pour continuer à avoir une rationalité qui soit universelle. Merci beaucoup. Ευχαριστούμε θερμά τη Françoise Gale για την ομιλία. Nous remercions très chaleureusement Françoise Gale pour sa présentation qui a très rapidement. Malheureusement, Madame Gale ne peut entendre la traduction. J'aimerais donc donner la parole à la salle en vous demandant en posant certaines questions et avec l'appui de Françoise qui a pu créer des ponts entre des scientifiques plus durs et des politiques pour apporter des solutions à ce problème du changement climatique. J'aimerais en introduction vous dire que la science qui a aidé notre planète pour sortir de la pandémie de Covid, elle a réussi à résoudre un problème écologique très important qui était ces fluorocarbones.
et qui détruisent la couche d'ozone, comme il a été démontré quelques années auparavant. Les scientifiques ont collaboré avec les gouvernements, ils ont mis en place des mécanismes alternatifs et après 3 décennies presque, on constate que cette couche d'ozone se rétablit à travers le monde et je considère que c'est une véritable réussite des scientifiques qui ont identifié le problème, qui ont proposé des solutions et des gouvernements, des politiques qui ont mis en place ces solutions. Je voudrais dire donc avec ceci que le changement climatique est évidemment un problème grave qui peut détruire notre planète, mais nous sommes ici présents en tant que scientifiques. Nous avons une technologie qui évolue très rapidement avec l'IA à l'appui et les hommes politiques sont ici présents pour nous montrer la voie qui va permettre de rapporter cet équilibre, de ramener l'équilibre pour notre planète. Je demanderai donc, je vous inviterai à poser vos questions à Madame Gaille et si vous prenez la parole, de vous présenter avant cela. Merci. Personne ne souhaite prendre la parole? Bonsoir et merci beaucoup pour votre présentation. Je m'appelle Achilia et je suis étudiante d'aérospatiale, de sciences et de technologie aérospatiale en Grèce, à l'université d'Athènes. Et je voudrais vous poser une question sur l'utilisation des nouvelles technologies à la protection des océans. Comment on pourrait utiliser les drones, généralement les radars, les satellites sur la protection des océans? Merci. Ça marche, oui. Merci pour cette question. Je pense qu'on les utilise déjà. C'est vraiment des engins qui font partie de la panoplie des océanographes et qui sont à l'origine aussi de la majorité des données que l'on a aujourd'hui. Je crois que les nouveaux outils se développent du côté de l'IA, par contre, qui sont des moyens de simuler les choses. Et puis, des ressources génétiques dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire avec l'utilisation de façon miniaturisée de sondes qui permettent d'entrer dans des univers microscopiques, nanoscopiques. Je pense qu'il y a aussi d'autres outils qui sont liés aux véhicules sous-marins et les drones, les petits drones qui sont maintenant auto-gérés presque de façon solitaire. On va assister à une explosion justement du point de vue technologique dans les grandes profondeurs en tout cas. Je pense que c'est aussi intéressant du point de vue géostratégique puisque avec l'Ukraine, il y a un certain nombre d'aspects technologiques qui sont marinisés en ce moment à des hautes pressions. Άλλη ερώτηση παρακαλώ. Η μετάφραση έχει σταματήσει. Autre question? Traduction? Les interprètes traduisent. Est-ce que je peux poser ma question en grec? Je peux la poser en grec, je suppose. J'aimerais demander, Madame Gale, tout d'abord, nous voulons vous remercier pour cette excellente présentation. Nous avons constaté qu'il y a un grand nombre de
recherche et une tentative de créer des passerelles entre la science et la politique pour avancer. Ce n'est pas vraiment une question. J'ai l'impression que entre les deux, il y a la société. Excusez-moi, j'ai omis de me présenter. Je m'appelle Elena Boss et je suis sociologue. Donc, entre la science et la politique, il y a la société civile. De manière très schématique, une société civile qui n'est pas suffisamment puissante. Est-ce que c'est le cas à votre avis? D'autre part, nous avons eu en Grèce une mort massive au sud de la Grèce de certains cétacés. Les raisons ne sont pas connues. Ceci peut être dû à des recherches, à des explorations pour d'hydrocarbures qui ont été effectuées dans la région. Et à- euh, comment, puisque les hydrocarbures ne sont qu'une ressource transitoire, comment peut-on accepter qu'il y ait ces explorations en mer? Merci. Questions. La première concernant la société civile. Je pense que la société civile produit aussi de la connaissance. C'est justement un des grands enjeux, je pense aujourd'hui, c'est l'émergence d'une connaissance produite par la société. Et quand je dis connaissance, j'insiste sur le fait que la science est une façon de conduire un raisonnement à partir de données, mais la connaissance peut être aussi un savoir-faire et une autre manière d'apporter un éclairage. Donc pour moi, la société civile joue un rôle considérable dans le domaine de l'océan. La plateforme Océan Climat fait partie de ces ONG qui sont très importantes. Mais les sciences humaines et sociales sont aussi actuellement en position de force pour tout ce qui est apporté, ce qu'on appelle local knowledge and indigenous knowledge. Ce sont des domaines de recherche qui sont en plein développement. Pour la deuxième question, vous avez tout à fait raison. On a eu aussi un aspect de mortalité, non pas des baleines, mais des dauphins, dans un endroit en Sud-Atlantique, en France. Et il s'est avéré que, en fait, c'était des travaux non pas d'hydrocarbures, enfin de compagnies qui cherchaient des hydrocarbures, mais je dirais de travaux dus à l'armée. Donc, on a très peu de données encore sur ce qu'on appelle le signal sonore, l'habitat sonore et la façon dont les espèces réagissent. Mais les corrélations sont absolument significatives sur le rapport entre une activité en mer qui est drilling ou autre chose et une perturbation des comportements des mammifères marins. Ο κύριος Βαρελίδης θέλει να τοποθετηθεί σε αυτό το θέμα στην ερώτηση της κυρίας. Monsieur Varelidis prendre la parole sur la question qui a été posée. Dans les sociétés démocratiques où nous avons la chance de vivre, la société civile n'est pas une entité autre que la science et que la politique. La science et la politique produisent de la connaissance et sont le résultat de cette société civile. Et cette société civile, avec son organisation, influe à travers les médias sociaux les décisions politiques
et même quelquefois de manière négative à l'encontre du rationalisme et de la science. La politique, je dois dire, est très sensible à l'avis de la société civile. Pour ce qui est de l'événement auquel vous avez fait référence, j'aimerais préciser que les explorations d'hydrocarbures ne sont pas responsables pour la mort de ces cétacés, car il n'y a pas d'exploration dans cette région encore. Et très probablement, cette mortalité est due à des activités sous-marines ou à d'autres processus, qui sont liés à l'armée, aux activités de l'armée. Oui, pour j'aimerais également ajouter quelque chose concernant les explorations d'hydrocarbures. Lorsque des explorations sont faites à partir de bateaux, il y a des équipes qui surveille le respect de la vie marine et du milieu marin. Et je pense que ce ne sont pas ce genre d'exploration qui ont provoqué ce genre de problèmes. Ce sont des problèmes qui sont dus à d'autres activités plus anciennes. Mais depuis la mise en place et le respect de toutes ces réglementations, le milieu marin, je pense, n'est plus impacté. Il y a éventuellement des activités autres de l'armée que l'on ne peut contrôler. Autre chose, il est très simple de dire qu'il faut cesser toute exploration. Mais il semble cependant que le problème de notre planète en manière énergétique n'est pas résolu. Nous avons besoin d'avoir certaines ressources en matière d'énergie qui soient transitoires et jusqu'à la solution définitive. Il est évident pour des pays comme la Grèce qui, d'un point de vue énergétique, ont des besoins très importants d'effectuer ce genre d'exploration et il revient à la science de décider s'il y aura des forages ou autres solutions. Mais de l'exploration au forage, il faut compter une décennie et beaucoup de choses peuvent changer entre-temps. Vous m'excusez de cette longue intervention. J'ai voulu commenter cette question qui est très importante pour la Grèce parce que les explorations en matière d'hydrocarbone qui avaient cessé depuis plusieurs décennies recommencent, reprennent dans la mer Ionienne et très rapidement, nous aurons des explorations dans la mer Ionienne à titre expérimental pour l'instant. Si vous voulez commenter sur ces recherches, ces explorations et l'usage des hydrocarbures. Je vous poserai une question. Pourquoi est-ce que la recherche, justement, sur ce type d'énergie s'est arrêtée durant la période qui vient d'être fermée par... Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrête? Puisque la demande d'énergie est pas nouvelle. Pourquoi aujourd'hui on recommence de chercher comme ça? La recherche des décennies précédentes n'avait pas des bons résultats. À mon avis, c'est une question technologique. Cette nouvelle technologie offre de nouvelles possibilités. Et nous avons aujourd'hui la chance d'avoir même un petit gisement et l'exploiter, quelque chose qui n'était pas possible jusqu'aux années 80. Aujourd'hui, la technologie a évolué, les méthodes d'exploitation ont évolué également. C'est pour ça que nous avons ce retour de cette activité en Grèce en première ligne, quelque chose qui a été, pendant des décennies, été oublié. Conseillant de cybersécurité pour les entreprises. Actuellement, les investissements militaires prennent donc des dimensions records
Est-ce que vous pensez qu'en les montrant la dernière image aux dirigeants, donc les océans ils peuvent profiter des investissements plus importants? Je suis grec, je suis donc intéressé par une protection militaire, mais également par la protection des océans. Oui, c'est une bonne question. Je dirais que oui, mais pas forcément directement. Au sens où, étant dans Naval Group pour le conseil scientifique, je vois combien les nouvelles technologies sont galopantes et impressionnantes. Et combien ces nouvelles technologies se développent vite quand elles sont dans un cadre qui n'est pas celui de la science, mais celui de l'action, justement. Je pense que toutes les méthodologies qui sont en train d'être générées par ce domaine géostratégique, dans l'avenir, seront utilisées pour la protection de l'environnement. C'est quelque chose qui est naissant et on commence à réfléchir, nous, environnementalistes aussi, à cette question. Bonsoir, je m'appelle Anna Griva, je suis étudiante de biologie à l'Université d'Athènes. Merci pour votre présentation, c'était très intéressant. Je suis intéressée à la génétique spécifiquement et je voudrais poser la question comment on peut utiliser la biotechnologie et la biologie synthétique pour battre contre la pollution de l'océan. Merci. C'est formidable comme question, parce que ça, c'est vraiment un vrai domaine d'avenir. Εξαιρετική ερώτηση. Είναι τομέας του μέλλοντος αυτός στον οποίο αναφερθήκατε. Ακούω ισπανικά, λέει Donc, je pense que les codes barres basés sur les ressources génétiques sont pour la gestion, je dirais, quotidienne d'un environnement, sont vachement importantes. Parce que c'est économiquement, mais c'est remarquable, ça coûte rien. Et on peut avoir très rapidement, savoir si le stock de poissons est passé ou pas, ou si quelqu'un est venu tous les tuer, les récolter. Enfin, il y a plein de choses à faire. L'autre aspect ressources génétiques qui est celui du génome et dont on a besoin de prélever l'animal ou la plante ou l'écosystème microbien est important aussi. Et je pense que ce n'est pas tellement là pour l'océan, ça va être pour la santé humaine. Les applications, ça sera surtout pour ce genre de choses. Mais rien ne dit qu'on n'est pas en mesure de trouver des choses pour l'aquaculture, par exemple. Mais pour l'instant, l'aquaculture n'y réfléchit peut-être pas assez, parce que c'est encore en gestation. Je pense que le BBNJ va être aussi très important pour les sciences de l'environnement, parce qu'on ne sait pas encore comment on va faire. Comment est-ce qu'on va faire si on dit partage des avantages, par exemple? Ça veut dire que vous avez des scientifiques qui savent identifier une séquence appartenant à telle espèce, etc. Mais il se peut très bien que après, l'industriel prend une partie de la séquence et peut en faire un objet privatif parce qu'il aura utilisé une partie de la séquence pour en faire autre chose qui reste son domaine privé. Et là, je crois aussi qu'il y a des richesses insoupçonnées qui vont se développer.
mais ce n'est pas directement là pour l'environnement océan. Pour revenir sur l'océan, je pense que paradoxalement, c'est peut-être tout ce qui est MCDR, ou je ne sais pas si vous voyez ce que c'est les nouvelles technologies pour ôter du carbone de l'océan, qui peuvent amener des choses très intéressantes du point de vue biologique, dont on n'a pas idée. C'est-à-dire qu'en fait, ça serait basé sur des changements de pH locaux qui, soi-disant, permettraient de concentrer du carbone qu'on pourrait récolter facilement et d'extraire ce carbone donc pour le stocker et pour l'ôter du cycle du carbone terrestre. Je pense que là, il y a vraiment, en tout cas à Woodsole, par exemple, ils travaillent énormément là-dessus. Et ce n'est pas tellement de la physique ou de la chimie, c'est surtout de la biologie qui s'y accroche. Non, non, non. She wants to... Μια ερώτηση από την κυρία Γερνοπούλου. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Je vous remercie. Merci beaucoup pour tous ces éléments très importants. En tant que député, j'ai la question suivante. Pensez-vous que cette nouvelle convention pour la protection de la biodiversité en mer ouverte, le BBNJ, est-ce qu'elle est suffisante pour protéger l'haute mer et les fonds marins, ou, d'après votre savoir, vos connaissances scientifiques, faudrait-il ajouter au niveau législatif quelque chose d'autre? C'est un texte cadre, bien évidemment, mais est-ce qu'il y aurait encore des choses à améliorer? Car il s'agit d'un statut juridique qui évolue. Donc, comment peut-on coopérer de manière réaliste? Quelle est votre évaluation personnelle sur le BBNJ? Oui, vous avez tout à fait raison. Je pense que BBNJ est un premier pas, un cadre. Et c'est à nous maintenant de faire un cadre avec de la dentelle, c'est-à-dire de travailler sur ce cadre. Je pense qu'il va y avoir des frictions terribles avec l'IFM, ce qu'on appelle l'ISA, International Seabed Authority. Parce que on fait comme si le minéral était tout seul, mais le minéral, c'est aussi avec du vivant. Donc, il va y avoir des conflits très, très forts. Je pense aussi qu'on ne sait pas encore comment organiser soit un conseil scientifique, soit un conseil scientifique et technique, soit deux conseils, un scientifique et un technique. Et cette organisation va être déterminante aussi sur la manière de travailler. Et puis la troisième chose, c'est on fait comme si la haute mer s'était réglée, mais la haute mer, c'est aussi les organisations régionales des pêches. Et ça, ces organisations régionales des pêches, elles vont empiéter. Il va y avoir vraiment des discussions, mais très très fortes, puisque c'est un poisson aujourd'hui. Vous êtes, comme moi, nous sommes des nouvelles ressources génétiques, et un poisson aussi. Donc, à partir de ça, il va y avoir un conflit entre ce que le pêcheur voit comme poisson et ce que le BBNJ voit comme poisson. Ce ne sera pas la même chose, même si c'est le même poisson. Et donc là, il y aura une façon de traiter l'information qui sera très différente. Et puis la dernière chose, c'est que je pense qu'il y a une autre grosse discussion qui est en jeu. Il n'y a pas de COP océan. Il n'y a pas de COP océan. On a fait comme si l'UNOC 3, enfin l'UNOC est un COP océan, mais on ne dit pas que c'est une COP océan.
Donc BBNJ pourrait être l'objectif, ce serait d'avoir une COP océan. Comment avoir une COP océan dans un ensemble où il y a une assemblée générale avec Doualos qui a la main sur l'ensemble des textes juridiques, et puis les SDGs qui eux aussi veulent qu'il y ait un Ocean Pact, enfin avec tous les 3 ans, l'UNOC 4 or 5. Donc là, il y a vraiment plein de choses à travailler. Donc, mais justement, c'est ça qui est génial, c'est qu'on a tout inventé. Donc, il faut qu'on travaille ensemble pour ça. Il faut qu'on arrive à trouver quelque chose d'efficace, de formidable et qui soit bon pour l'océan et pour nous, donc. Καλησπέρα σας. Bonsoir, je m'appelle Kosifakis Andonis. Je vais parler en tant que maritime, qu'économiste maritime. J'aimerais vous poser une question et qui concerne le cycle du CO2. Vous avez dit tout à l'heure, le panel, que dans un avenir proche, il y a peu de chances qu'on n'utilise plus les énergies fossiles, les ressources fossiles. Et selon certaines décisions, le dioxyde de carbone va être très présent dans nos vies. Le problème avec le CO2, en tant qu'économiste, je ne suis pas biologiste, je ne suis pas chimiste, ou que va-t-il se passer avec le CO2 après la capture et le stockage? D'après ce que j'ai vu, dans certaines opérations d'exploration, ce stockage, cette séquestration se fera en mer ou bien dans des eaux très profondes, mais je n'ai pas trouvé d'études qui disent ce qui va se passer lorsque l'océan on ne pourra plus stocker dans les océans. Et ma première question, est-ce que ceci est dangereux? Au lieu d'envoyer, par exemple, est-ce que nous allons polluer les océans? Et les réservoirs qui vont être utilisés, ce sont des réservoirs existants qui s'épuisent petit à petit. Est-ce qu'on pourrait avoir des fuites du CO2 dans ces réservoirs? Parce que, si je ne me trompe, ce CO2 sera stocké, séquestré dans les océans, à moins qu'on trouve d'autres solutions avec l'usage du méthanol et qu'on puisse en faire un produit marchand. Merci. Belle question et qui est assez complexe, en tout cas dans la réponse que je vous ferai. Déjà dans les années 50, déjà la question du stockage du carbone se posait. Donc c'est une question qui irait antidéluvienne. C'était ce pourquoi on a commencé aussi à aller dans les grands fonds, c'était pour le stockage du carbone. Et c'était pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. C'était pour d'autres. C'était déjà le carbone issu des productions industrielles. Donc c'était quelque chose de différent. Et puis il y avait aussi le carbone de la fission nucléaire qui était dans le radar aussi. Exactement. Il faut bien le mettre quelque part, ce carbone qu'on génère. Je pense que les CDR, enfin ce qu'on appelle les CDR, les carbone, enfin la carbone dioxide removal, on n'a pas de mot français encore, sont des technologies qui vont être appliquées par les Américains, c'est sans aucun doute. Ils sont très avancés, ils ont investi des milliards de dollars. Les grandes institutions travaillent dessus, c'est vraiment quelque chose de très avancé. Le carbone inerte n'est pas toxique. On peut le mettre quelque part. On peut imaginer que
on y a déjà réfléchi, on puisse le mettre dans les puits des pétroliers, par exemple, qui sont plus utilisés, par exemple. On peut les mettre dans les crevasses, dans un certain nombre de choses. Ça ne veut pas dire qu'à terme, il n'y aura pas aussi des conséquences qu'on n'aurait pas imaginées et dont on n'a pas idée. Mais je pense que le carbone en tant que tel n'est pas forcément dangereux. Par contre, ce qui est marchandable, c'est le CO2. Si vraiment, avec ce qui se passe à Belém, par exemple, on continue à penser qu'il peut y avoir un marché du carbone, de la tonne de carbone, de CO2, etc., à ce moment-là, ça peut être très différent. Et on peut réfléchir aussi à la transformation de ce carbone en autre chose. Je pense que là, il y a vraiment un champ qui n'a pas été forcément, enfin, qui est exploré par plein de compagnies, mais qui n'est pas encore mûr, mature, comme on dit en économie. Νομίζω ότι μπορούμε να σταματήσουμε εδώ κάπως τη συζήτηση, γιατί... Je pense que nous pouvons bientôt conclure. Il y a plein de questions et nous pourrions peut-être continuer même à l'extérieur. Donc, Monsieur Karagiorgis, je vous donne la parole pour clôturer cet événement. Et à vous tous, nous vous disons à bientôt, car nous avons un grand nombre d'événements. Je vous conseille de visiter le site web de l'Institut français de Grèce et voir les événements qui sont ouverts au grand public, parce que je pense que vous allez trouver quelque chose d'intéressant pour vous. Merci, Katerina. Je vous remercie d'avoir assisté jusqu'à cette heure. Cette intervention. Je pense que le discours, la présentation de Mme Gale a été intéressant. Il est évident que ce sujet a plusieurs dimensions, d'où le grand nombre de questions. Et donc, je voudrais vous remercier, Françoise. And I hope we will be able to collaborate in the near future by any means. And I would like to have you at our premises at Anavisos at the Hellenic Center for Marine Research. Thank you. Thank you very much. I am very glad to be here, and I discovered that, well, a lot of things has been done in your country, considering the research also that, well, you are a pioneer in some areas, and I congratulate. And also you have also people like you, incredible. You know everything for the ocean. So I think that for all the discussion at the international level, and for Belém, we are proud to have such women like you. Thank you very much to all. Ευχαριστούμε.